Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Benjamin Morel, bonjour. Alors, vous avez peut-être écouté également ce matin le discours de Volodymyr Zelensky et surtout hier l'interview d'Emmanuel Macron, assez flou en réalité sur l'aide apportée par la France à l'Ukraine. Alors, il y aura des avions, des Mirage 2000-5, a-t-il dit, mais on ne sait pas le nombre, on ne sait pas non plus le nombre d'armes qui seront fournies par la coalition. Pour ce qui est de la formation des soldats ukrainiens, il a parlé d'une brigade de 4500 personnes avec équipement, armes, etc. Et sur l'envoi de formateurs français, de l'armée française sur le territoire ukrainien, alors là c'était le grand flou, une sorte de tour de passe-passe expliquant qu'il y avait le territoire ukrainien en guerre et le territoire ukrainien qui n'était pas en guerre, et donc on pouvait quand même faire un truc, mais bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette interview ? On est sur un flou qu'on peut entendre du point de vue, je dirais, des relations diplomatiques, des affaires militaires, c'est-à-dire que si vous annoncez trop clairement ce que vous allez faire, fondamentalement, cela devient relativement inutile. Le problème en la matière pour Emmanuel Macron, et c'est pas la première fois que là-dessus il pêche, c'est qu'il y a une forme de conjonction de différents agendas. Un agenda qui est un agenda extérieur, où là, en effet, le flou s'entend, le flou est nécessaire, et également pour ménager les partenaires européens et les partenaires américains. Et de l'autre côté, un agenda interne qui implique de faire des annonces, parce que potentiellement, tout ça peut avoir un impact sur une campagne électorale, sur un effet drapeau, sur une cote de popularité du chef de l'État. Souvenez-vous, quand il parlait potentiellement de l'envoi de troupes en Ukraine, pareil. Berlin est tout d'un coup hérissé parce qu'on ne l'avait pas prévenu qu'on allait rentrer dans la Troisième Guerre mondiale, mais ça avait un sens du point de vue de la politique interne. Ouais. Conjoindre les deux, c'est fondamentalement contre-productif, parce que du point de vue de l'extérieur, ça décrédibilise votre parole, et du point de vue intérieur, pour l'instant, l'effet drapeau, il se fait attendre. Ça a été de nombreuses critiques, d'ailleurs, des oppositions qui disaient que cette utilisation de l'Ukraine est un peu une grosse ficelle pour et la prise de parole d'hier soir du président de la République au JT pour pousser sa candidate, qui est à la peine dans les sondages, et que finalement, tout ça, c'est du discours de campagne, et pas autre chose. Alors, il y a un élément structurel, un élément conjoncturel. D'un point de vue structurel, on a un président de la République en France qui est une sorte de Janus. Il incarne à la fois l'unité de l'État, la continuité de cet État, la France à l'international. Et là, on ne peut pas lui reprocher que le 6 juin, c'est le 6 juin, en effet. Et de l'autre côté, il est chef officieux d'un gouvernement, d'une majorité. Et donc, cette conjonction pose fondamentalement problème. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Vous savez, la question des temps de parole en période de campagne, on a déjà eu la jurisprudence en 2008, c'est la jurisprudence Hollande, et à l'époque, c'est Hollande, chef de l'opposition, qui attaque Sarkozy. Donc, c'est pas si nouveau. En revanche, il est vrai qu'ici, il y a un intérêt majeur pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue électoral ? L'électorat macroniste est démobilisé. Il n'est pas là. Alors que normalement, c'est un électorat qui doit être là aux élections intermédiaires. C'est un électorat retraité, CSP+. Il n'a pas envie d'aller voter. Si vous voulez le mobiliser, il faut rendre les enjeux extrêmement importants. Il faut lui expliquer que il y a quelques mois, c'était Munich 1938. Maintenant, c'est le D-Day. Et en espérant que, in fine, dimanche matin, ils se disent quand même je vais aller voter, parce que sinon, le pays va retomber sous l'occupation. Oui, mais qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette campagne ? On peut revenir dessus, au-delà de l'allocution d'Emmanuel Macron, où la candidate de Renaissance, Valérie Hayé, a été tout le temps shadowban, mis de côté par le Premier ministre, Gabriel Attal, qui prend la parole pour elle, Emmanuel Macron, qui se met sur les affiches et qui l'enlève carrément. Un des derniers posts sur les réseaux sociaux, c'est simplement Emmanuel Macron en photo pour dire le 9 juin, voter pour l'Europe. On a l'impression que cette pauvre Valérie Hayé, d'ailleurs c'est François-Xavier Bellamy qui le disait, n'est pas aidée et qu'elle est clairement mise de côté par ceux qui gèrent la campagne à sa place, Premier ministre et Président inclus. Elle est clairement mise de côté et elle n'a jamais eu pour but, en réalité, dans le camp macronien, d'exister réellement dans cette campagne, tout bêtement, parce que vous n'envoyez pas une candidate. Une campagne européenne, c'est une campagne où il y a beaucoup d'abstention qui passe en règle générale sous les radars. Vous ne faites pas un nom sur une campagne européenne, mais vous pouvez capitaliser en revanche sur un nom qui existe déjà. On envoie Valérie Hayé, personne ne la connaît, il n'y a pas de teasing sur son nom, elle n'est pas connue en amont, et donc évidemment ça ne va pas bien se passer. Mais malgré tout, on a envoyé Gabriel Attal dès le mois de janvier. On sait qu'il plaît à l'électorat macronien. On sait également que l'électorat de 2022, il n'a pas voté Renaissance. Il a voté Emmanuel Macron. On est dans le cadre d'une structure mouvementiste. Le parti, l'identité politique, ça n'existe pas pour l'électorat. Ce qui existe, c'est le chef de l'État. Et donc, si jamais on veut ramener cet électorat aux urnes, il faut lui donner du Macron, il faut lui donner un peu d'Attal. La tête de liste n'a que relativement peu d'importance. Le problème, évidemment, c'est que, c'est très méprisant pour Valérie Hayé qui fait le boulot. Et de l'autre côté, force est de constater que depuis 2 mois, ça marche quand même pas.
Et non, ça ne fait que baisser même. Elle est partie sur 20% d'intention de vote, elle est à 15, 16, avec bien sûr la question de savoir si Raphaël Glucksmann pourrait passer devant le candidat du PS. Mais il y a eu de nombreuses critiques également sur cette mise en scène de l'adversaire choisi, en l'occurrence le Rassemblement national, avec ce débat Attal, Premier ministre, et Bardella, candidat du RN, avec ce moment de question, est-ce que Emmanuel Macron serait prêt à débattre avec Marine Le Pen, comme si toutes les élections dorénavant seraient un candidat d'un parti unique contre le Rassemblement national, et puis on sort les grosses ficelles sur l'extrême droite, attention, le rempart. D'ailleurs, hier soir, dans l'interview, Anne-Sophie Lapix posait la question, mais vous aviez dit que vous allez faire baisser l'extrême droite. Regardez où on en est. Ils sont aux portes du pouvoir en 2027. C'est logiquement absurde et en même temps stratégiquement c'est pas incohérent. Logiquement c'est absurde parce que en effet l'idée qu'il y aurait un vote utile, que le Rassemblement national serait aux portes du pouvoir avec cette élection est idiot, tout bêtement parce que fondamentalement ce qui peut se passer au niveau du Parlement européen, c'est peut-être une poussée en effet des groupes de l'extrême droite eux-mêmes divisés. Le CR, ID, il y en aura peut-être même un troisième et in fine il n'y aura pas de basculement de la majorité au sein du Parlement européen. Ce sont des chimères. Oui, et ça reste le PPE, qui est le parti social-démocrate allemand, qui tient le gros des sièges depuis toujours. Il y aura le PPE, et le PPE ne peut vraiment construire d'alliance structurelle qu'avec le New, le parti dans lequel siège la République En Marche, et avec les sociaux-démocrates. Donc il n'y a pas vraiment de majorité alternative au sein du Parlement européen. Il peut y avoir quelques basculements vis-à-vis de l'ECR, le groupe de Mélanie, sur certains textes, mais c'est tout. Donc l'idée que le RN soit à 30 ou à 25% ne changera rien dans la configuration européenne. En revanche, si vous voulez mobiliser votre électorat, si vous voulez que vos électeurs aillent voter, or, dans une élection européenne où il y a beaucoup d'abstention, celui qui l'emporte, c'est celui qui arrive le mieux à mobiliser son électorat. Eh bien, vous avez tout intérêt à dramatiser les enjeux. Il n'y a pas de vote utile. Ça n'a absolument aucun sens pour une élection transnationale proportionnelle, le vote utile. Mais si jamais vous l'arrivez à mobiliser, il faut déclencher un effet de vote utile. Regardez ce qui s'est passé pour François-Xavier Bellamy, pas cette fois, mais en 2019. L'électorat LR se divise à peu près en trois. Une partie reste à LR, une partie vote à l'époque Bardella pour mettre des bâtons dans les roues d'Emmanuel Macron par anti-macronisme, et une partie vote l'oiseau pour faire barrage au RN. Ça n'a pas de sens du point de vue logique. Mais en revanche, électoralement, ça permet de capitaliser, et donc c'est pas tout à fait idiot, et c'est le principe de la campagne de 2019, comme de celle de 2022, même si aujourd'hui on le voit, il y a quelques petites choses qui changent, et ça marche moins bien. Alors on va se retrouver dans un instant pour parler de cette campagne des Européennes et de l'omniprésence médiatique d'Emmanuel Macron, avec bien sûr en toile de fond cette guerre d'Ukraine. Les 6 et 7 juin, vivez la fête de la radio avec Sud Radio. Bonne fête de la radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public, pour parler de l'allocution d'Emmanuel Macron, mais aussi de la campagne des Européennes. Au-delà de la mise en scène de deux candidats très très visibles, Bardella et Emmanuel Macron, puisqu'on n'a pas vu beaucoup Valérie Hayé, il y a quand même 38 listes qui présentent des listes, des partis qui ont eu droit à très peu de temps médiatique. Le débat des petits partis, entre guillemets, c'était mardi soir en deuxième partie de soirée. Ils ont 10 minutes, même pas, pour s'exprimer. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de la vitalité démocratique du pays? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de prime au plus gros avec l'équité, avec la façon dont sont gérés les temps médiatiques des différents responsables politiques? C'est très compliqué à gérer, en réalité. D'ailleurs, y compris pour les autorités publiques, surtout d'ailleurs pour les autorités publiques. Il y a un principe assez fondamental en sociologie électorale. Plus vous êtes visible, plus vous attirez de votants. Et donc il y a un effet qui est un effet, je dirais, pervers. Plus vous montez dans les sondages, plus les médias s'intéressent à vous, plus les médias s'intéressent à vous, plus vous montez dans les sondages, moins les médias s'intéressent à vous, et bien plus les sondages ne vous sont pas favorables, plus ils jugent que vous êtes une petite liste, et donc ce faisant, ils vous blacklistent, sans mauvais jeu de mots. Donc cette situation-là, elle est a priori relativement délétère. Dans un régime politique idéal, on aurait une stricte égalité des temps de parole des listes, parce qu'a priori, la petite liste qui est aujourd'hui à 0,0001% dans les sondages, voire même qui n'est même pas testée, elle a des choses à dire. Elle pourrait être intéressante à écouter tout autant que des grandes listes qui parfois ont à peine un programme. Donc, fondamentalement, ce serait intéressant. Le problème, c'est que si jamais vous présentez à égalité les 38 listes,
Est-ce que c'est gérable d'un point de vue médiatique? Là, je renvoie la question aux journalistes. Ça va être compliqué. Et c'est tout le problème. Évidemment, c'est bien le problème. Voilà. Mais il y a quand même des partis qui n'ont pas droit au chapitre. Enfin, les partis qui portent le Frexit, par exemple, ne sont jamais invités au-delà des temps de campagne électorale. Les partis dits d'extrême gauche, NPA, Lutte ouvrière, etc., pareillement. Enfin, on voit bien qu'il y a aussi un peu toujours. Et pourtant, ce sont des partis qui représentent une certaine partie de l'opinion publique et qui essayent de faire vivre les idées. La question, c'est en fait le dynamisme des idées politiques. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de biodiversité, entre guillemets, sur les idées politiques? Alors, on a un problème, encore une fois, de capacité à jauger les temps de parole. Ce que dit le Conseil constitutionnel, si je refais mon juriste, c'est que il peut y avoir des écarts dans le traitement, que ces écarts se justifient eu égard à la lisibilité du débat public. En fait, il faut que les Français, dans le cadre d'une campagne électorale, soient en capacité de comprendre à peu près quels sont les enjeux. Si vous leur posez 38 listes, c'est pas lisible. Si vous leur en posez moins, ça peut être beaucoup plus lisible. La question ensuite, c'est quelle éventuelle barrière on pourrait mettre pour qu'il y ait moins de listes, pour que ça reste lisible. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est filtrant? Est-ce que ce qui est filtrant, c'est les idées? Pas vraiment. C'est forcément d'autres biais, d'autres voies. Signature d'élus, vous donnez une prime aux grands partis installés. Parrainage citoyen, c'est pas idiot, mais ça implique que vos formations politiques, quand même, aient les moyens sur le terrain de mobiliser 10 000, 20 000 signatures. Dans tous les cas, d'un point de vue pratique et pragmatique, on aura toutes les peines du monde à organiser un débat sain si on ne réduit pas le nombre de listes. Il y a un effet d'opportunité et d'aubaine pour les élections européennes. Vous avez des élections qui coûtent relativement peu cher, parce que élection nationale, circonscription nationale, il n'y a pas non plus la barrière des 500 signatures comme pour la présidentielle. C'est très visible, c'est très audible, parce que proportionnel, intégral, etc. Donc pourquoi pas tenter, pourquoi pas exister? Le problème, c'est que le trop est souvent l'ennemi du bien. Et donc, en l'occurrence, il y a un effort de rationalisation d'un côté et ensuite de rééquilibrage vers l'égalité qui devrait être mené, mais ils doivent être menés de pair. Oui, on est loin du compte avec l'omniprésence médiatique quand même du président de la République qui a utilisé aussi le temps mémoriel pour mettre en scène cette élection européenne d'une certaine façon. On peut voir son interview d'hier comme une sorte de discours de campagne. C'est une sorte de discours de campagne et à la rigueur, je vous dirais même qu'il est presque maladroit en la matière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a la jurisprudence récente de l'Arcom qui fait que... L'Arcom qui était tout à l'heure au micro de Sud Radio. Voilà, qui devrait normalement considérer qu'il y a des trucs qui ont quand même un peu à voir avec la campagne et donc décompter. En fait, fondamentalement, il n'a pas forcément besoin de parler d'élections européennes pour amener ses électeurs. Encore une fois, l'électeur de 2022, il a voté en pleine guerre en Ukraine pour Emmanuel Macron, chef de guerre. Il n'a pas vraiment besoin qu'on lui parle de campagne européenne. Il a besoin de voir Emmanuel Macron et qu'on lui donne le sentiment que s'il ne va pas voter dimanche matin, eh bien, la scène va se changer en sang, il y aura des pluies de grenouilles et que, in fine, très rapidement, les chars russes seront à Paris. Et donc, il a besoin de cet effet drapeau. Parce que, quel est le problème de la majorité aujourd'hui ? Le RN ne fait plus peur. À l'électorat de centre-droit, le RN ne fait plus peur, ou en tout cas plus assez pour se déplacer. Et donc, il faut que cet électorat ait le sentiment que quand même dimanche matin, il va devoir aller voter. On parle beaucoup d'un électorat âgé. Normalement, il vote à ces élections. Et l'angoisse de « je n'ai pas eu mon petit tampon sur ma carte d'électeur cette fois-ci, et donc j'ai fait mal, et donc j'ai fauté », parce qu'en fait, il y a un sentiment de devoir du vote. C'est ça qui doit être activé par la majorité. Pour ça, si vous avez un chef de l'État qui explique que l'heure est grave, même s'il ne parle pas d'élection européenne, ça peut être suffisant. Encore faut-il que ce soit bien fait et que l'électorat de centre-droit ne soit pas assez dégoûté. Pour l'instant, il semble tout de même relativement l'être. Ouais, et il y a eu beaucoup Est-ce qu'il y a eu des passerelles en fait entre un électeur macroniste qui pourrait maintenant voter pour Marine Le Pen, ou est-ce que ça n'existe pas ? Ça reste marginal, mais ça existe. C'est-à-dire qu'on voit des électeurs Macron de 2022 qui peuvent voter Bardella. Mais beaucoup plus qu'un vote direct, il y a un effet de démobilisation et il y a un effet de dissonance pour cet électorat. Une partie de cet électorat, finalement, considère qu'il n'y a plus tant d'opposition avec Jordan Bardella. Je rappelle que la préférence nationale a été votée par une majorité Renaissance, dominée par Renaissance avec LR et les partis alliés. Donc, aujourd'hui, le fossé qui sépare... Enfin, on se retrouve avec beaucoup d'idées qui sont les idées, d'ailleurs, ce que dit Marine Le Pen. On a gagné, puisque nos idées sont maintenant celles qui sont portées par la majorité. Et donc, si vous êtes un électeur de centre-droit, est-ce que vous pouvez encore considérer qu'il y a une nécessité à se mobiliser contre le RN, sachant qu'encore une fois, préférence nationale votée par l'Assemblée au mois de décembre. C'est compliqué, c'est complexe, c'est pas forcément évident. Donc vous avez un électorat qui ne croit plus vraiment en Emmanuel Macron. Ça, il y a quand même une baisse de la croyance dans le chef de l'État dans cet électorat-là, et qui en même temps n'a plus vraiment peur de Jordan Bardella et considère que, au fond, il y a quand même des valeurs communes. Arriver à mobiliser cet électorat, à lui faire dire qu'il devrait voter contre
si ce n'est voter pour Jordan Bardella, c'est plus tout à fait évident pour la Macronie, d'où le gros problème et les ficelles de 2019 qui marchaient bien. Souvenez-vous, discours de Quimper, la lèpre nationaliste monte. À l'époque, l'électorat de centre-droit se dit « Mon Dieu, il y a un vrai problème, il faut aller voter pour Nathalie Loiseau ». Aujourd'hui, ça ne marche plus. La réalité, c'est que Jordan Bardella ne leur fait plus peur et donc se déplacer un dimanche matin n'est plus une évidence. L'autre thème qui a été au centre de la campagne des Européennes, c'est Gaza, choisi par la France Insoumise en particulier. Là aussi, c'est pour trouver un électorat, trouver un clivage important et mobiliser, ou comment vous voyez cette ultra-mobilisation de la France Insoumise pour la cause palestinienne? Vous allez me trouver encore une fois un peu monomaniaque sur mes questions de mobilisation électorale, mais c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que dans une élection où il y a beaucoup d'abstention, vous gagnez si vous mobilisez vos électeurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un électeur Macron sur 2 de 2022 qui ne va pas voter. Il y a un électeur, il y a 60% des électeurs de Marine Le Pen qui vont voter à ces élections. Ça explique la différence. Du côté de la France Insoumise, il y a un éparpillement d'une partie de l'électorat, mais il y a surtout une très forte démobilisation de cet électorat. Le problème de la France Insoumise n'est pas tant qu'elle perd des électeurs pour ailleurs, c'est que ces électeurs viennent uniquement pour les présidentielles. C'était la même chose en 2019. Comment est-ce que vous arrivez à parler à ces électeurs? Pour leur parler, en effet, le thème Gaza peut être un outil qui peut être un outil de mobilisation. D'ailleurs, on le ressent un peu dans les enquêtes. Surtout, par ailleurs, c'est un thème important pour la suite. Parce qu'une fois que vous avez bétonné sur ce sujet, que vous avez parlé à cet électorat de ce sujet qui apparaît relativement secondaire, voire même tabou pour les autres listes et pour les autres partis politiques, ça veut dire que pour les prochaines échéances, notamment celle de 2027, vous avez là éclairci le terrain, vous avez montré des gages, et donc ça veut dire que c'est un électorat qui peut-être ne sera pas là massivement maintenant, et qui peut l'être pour la suite, ce qui vous permet, une fois que vous tenez votre base, potentiellement d'élargir, de tenir d'autres discours vis-à-vis d'électorats qui seraient plus charnières dans une présidentielle. Donc même si, stratégiquement, aujourd'hui, ça ne porte pas, ça ne veut pas dire que c'est absurde à moyen terme. Ouais, mais est-ce que ça va payer? Puisque à chaque élection européenne, on voit quand même que le parti numéro 1, c'est celui de l'abstention, systématiquement. De fort taux d'abstention, c'est un pari aussi sur les abstentionnistes, là, qui risque d'être dangereux. C'est un pari sur les abstentionnistes qui ne sera probablement pas gagné par la France Insoumise, encore une fois, à court terme. Ça peut être très intelligent pour la prochaine présidentielle, pour les prochaines échéances. Là, ça permet de mobiliser à la marge. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que Raphaël Glucksmann domine le match à gauche? En fait, vous avez un électorat CSP+, à gauche, qui est un électorat qui vote pour les européennes. D'habitude, cet électorat, il vote beaucoup pour les Verts. Là, la liste verte est un peu dans les choux. On va en parler dans un instant avec notre invitée Priscilla Ludowski qui vient d'arriver. Et de l'autre côté, vous avez Emmanuel Macron qui a dégarni son flanc gauche avec la loi immigration, etc. Donc il y a un espace électoral qui, là, est en jachère. Raphaël Glucksmann exerce cet espace électoral. Il ne votera pas la France Insoumise, plutôt CSP+, grande ville, etc. Donc ça permet de dominer et de déclencher un petit effet vote utile. C'est bien pour les européennes, comme à chaque fois les Verts font de très très bons scores, ça ne suffit pas pour une présidentielle. Pour les présidentielles, vous avez besoin de mobiliser l'électorat populaire. Et donc, vous avez besoin d'adresser d'autres messages. Le RN le fait, l'AFI le fait. Et là-dessus, c'est un pari pour l'avenir qui n'est jamais gagné pour les européennes, mais qui permet de poser des petits cailloux pour espérer atteindre de nouveaux horizons. Et dernière question sur le choix stratégique d'Emmanuel Macron en fonction du résultat. Alors, lui dit qu'il ne veut pas parler de politique fiction hier, mais si son parti se retrouve défait dans les urnes, est-ce qu'il sera obligé de faire des aménagements au sein du gouvernement? Certains parlent d'une dissolution ou rien et passer aux Jeux Olympiques. Je crois qu'on va passer aux Jeux Olympiques et il se passera peut-être quelque chose à la marge au mois de septembre, parce qu'il faudra bien faire quelques réajustements, parce qu'il y a quelques ministres qui veulent partir, etc. C'est ça, les options sont lesquelles? La première option, c'est la dissolution. Aujourd'hui, il y aurait probablement une majorité encore plus resserrée pour Emmanuel Macron, pas de majorité du tout, voire même des majorités contre lui. Donc il n'y a pas intérêt. De l'autre côté, il y a le changement de Premier ministre. Peut-être, mais pour qui? Quelqu'un de droite, certes, mais regardez ce qui s'est passé lors de la réforme des retraites. Au mois de janvier, LR et la majorité top. Ciotti top en disant on va vous soutenir. Ça finit comment? Ça finit par un 49 alinéa 3 avec une motion de censure qui échoue ric-rac. Pourquoi? Parce que le groupe LR est trop divisé. Si vous nommez, admettons, il a dit non, mais Gérard Larcher à Matignon, ça fait quoi? Ça fait que vous avez peut-être 20 députés LR qui vous reviennent. De l'autre côté, vous avez des députés de centre-gauche de la majorité qui vont se carapater. Vous ne gagnez rien, vous ne rendez pas le pays plus gouvernable. Et donc, ce faisant aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, les difficultés sont telles que, à part tenter de gérer les canards boiteux et de faire de l'activisme, c'est-à-dire bouger pour donner le sentiment que quand même on est encore en capacité d'agir sur le réel et que donc on n'entre pas totalement dans une période de chiracisation du quinquennat, c'est à peu près la seule option. La dernière option qui reste,
je crains pour lui que ce ne soit que de la communication. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir avec nous décrypté cette campagne et puis l'allocution d'Emmanuel Macron. On se retrouve dans un instant avec Priscilla Ludowski pour parler de la liste ELV, bien sûr, les européennes, mais aussi d'autres sujets. À tout de suite sur Sud Radio.